Donc il y a plusieurs parties. La première partie, c'est un rappel succinct sur l'hypertension pulmonaire, mais je pense que si vous êtes là, vous connaissez déjà très bien le rôle des œstrogènes et l'impact que ça peut avoir sur votre maladie. On va parler bien sûr de grossesse, de contraception, comment fonder une famille et un tout petit peu de sexualité et de ménopause. À la fin de chaque partie, il y aura un temps de questions et d'échanges avec vous et avec la psychologue qui est là. Donc, c'était au cas où il y avait des nouveaux patients et qui ne connaissaient pas très bien leur maladie. Juste pour rappel très succinct, l'hypertension pulmonaire est une augmentation des pressions dans vos artères pulmonaires liée à un remodelage des petites artérioles pulmonaires. Et la conséquence de cette augmentation de pression ici dans votre artère pulmonaire, c'est que votre ventricule droit qui est juste au-dessus et qui pousse un débit cardiaque va se fatiguer et c'est la complication majeure de la maladie et c'est ce qui peut arriver en cas de grossesse. Je vais vous expliquer pourquoi. Là aussi, je pense que vous connaissez bien cette classification hein, et je pense que majoritairement, vous faites partie du groupe des hypertensions pulmonaires du groupe 1 qui représente 42% de nos patients dans le registre national, entre 48 et 55 cas par million d'adultes. Donc une maladie quand même relativement rare. Peut-être qu'il y a quelques personnes parmi vous qui ont aussi une hypertension pulmonaire post-embolique chronique. Non, ce n'est pas le cas. Bon, elles sont un petit peu moins fréquentes, hein, mais c'est quand même 28% des patients qu'on prend en charge dans nos centres. Alors, quand on regarde juste pour les hypertensions pulmonaires du groupe 1, la répartition homme-femme et l'âge au diagnostic, vous voyez que ça a un petit peu changé depuis 2006, puisqu'en 2006, l'âge moyen des patients diagnostiqués avec une hypertension pulmonaire du groupe 1 était de 50 ans, alors que maintenant, elle est de 63 ans en moyenne. Et vous voyez qu'on avait en 2006 65% de femmes, alors que maintenant, on a 58% de femmes. Donc, une prédominance de femmes qui sont porteurs de votre maladie, mais avec une tendance plutôt à une diminution de ce sexe ratio. Alors, quand les femmes sont-elles le plus diagnostiquées, vous voyez que chez les patients les plus jeunes, donc avant 50 ans, hein, avant la ménopause, on a une très nette majorité de femmes par rapport aux hommes. Ça s'équilibre un peu plus après 50 ans, après la ménopause. Quel est le rôle des œstrogènes? En fait, ils ont des rôles un peu ambivalents dans votre maladie. D'un côté, ils vont augmenter l'expression de gènes favorisant la maladie. Donc, ça augmente l'expression du gène BMPR2 et ça augmente le remodelage vasculaire. C'est ça qui explique qu'il y a plus de femmes atteintes que d'hommes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont aussi un rôle protecteur dans la mesure où ils améliorent la performance du ventricule droit et ils améliorent la réponse à certains traitements et notamment aux antagonistes des récepteurs de l'endothéline. Donc quand on regarde les grandes séries sur le pronostic de la maladie, les femmes ont plutôt un meilleur pronostic que les hommes. Donc ça, c'est un point un petit peu bénéfique pour vous. Est-ce que sur cette première partie, qui est vraiment un peu du rappel de la maladie et du rôle des hormones féminines, vous avez une question ou pas? Ok. Donc la deuxième partie, c'est que se passe-t-il en cas de grossesse? Donc là, on me place dans le cadre d'une grossesse normale. Au cours des deuxième et troisième trimestres de la grossesse, on a une augmentation du volume sanguin et donc une augmentation du débit cardiaque. C'est un peu comme faire un effort en fait. Hein. C'est une condition de stress et votre cœur va être obligé de développer, d'augmenter son débit. Il y a aussi une anémie, il y a aussi une prise de poids, notamment au niveau du périmètre abdominal. Et quand on prend du poids au niveau du périmètre abdominal, non seulement ça comprime un peu le retour veineux qui se fait moins bien au cœur, mais ça tasse aussi un peu la base des poumons. Donc chez toute femme, même sans pathologie cardiovasculaire ou respiratoire, il y a une fatigue, il y a une rétention d'eau, il y a un essoufflement et une tendance à hyperventiler.
Dans votre cas, en plus de tout ça, il va y avoir une augmentation du travail du ventricule droit et il va falloir qu'il s'adapte et il ne peut pas forcément le faire. Enfin, en tout cas, il a une capacité à le faire qui est limitée. Et donc, ça aboutit très fréquemment à une aggravation de l'hypertension pulmonaire. Pendant l'accouchement, c'est un peu pareil, je me replace chez toute femme. Il y a une anxiété, il y a des douleurs, il faut faire un effort de poussée. Il y a des contractions utérines, une perte de sang qui peut être plus ou moins importante. Et c'est comme un effort physique vraiment intense, ça triple la consommation d'oxygène. Il y a une augmentation aussi du débit cardiaque, de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Après l'accouchement, on a une augmentation, donc du fait de la rétraction utérine, il y a une augmentation brutale du retour veineux vers le cœur. Et ça aussi, ça crée un travail supplémentaire pour votre cœur qui va devoir assumer ce retour veineux, donc cette charge de travail supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui se passe déjà? C'est assez fréquent, malheureusement, qu'on diagnostique une hypertension pulmonaire au cours d'une grossesse ou dans les jours qui suivent une grossesse. C'est assez classique. Malheureusement, c'est un risque de décès maternel qui est très important. Avant les années 90, si on se met dans les séries publiées dans les années 70, 80, 90, on avait un risque de décès maternel de l'ordre de 56%. Dans les séries les plus récentes, après 2000, on a un risque de décès qui persiste, qui est de l'ordre de 10 à 25%, et essentiellement en postpartum, donc après l'accouchement. Si on ne décède pas, on peut aussi aggraver de façon un peu irrémédiable une hypertension pulmonaire. Donc même les patientes qui ont survécu ont un risque, franchement, d'aggraver très franchement leur pronostic. Il y a aussi à côté de ça des risques pour l'enfant, des risques liés à la tératogénicité, c'est l'effet nocif qu'ont les médicaments sur le développement embryonnaire et fœtal. Donc il y a certains médicaments, notamment les antagonistes de récepteurs de l'endothéline, mais d'autres dont je vous parle, mais aussi le riociguat, le Celexipac, qui ont des effets tératogènes, donc on est obligé d'arrêter ces médicaments-là. On peut maintenir de l'époprosténol ou des IPDE5, mais il y a quand même un risque de malformation, un risque de prématurité et bien sûr de décès fœtal ou néonatal. Donc c'est pour toutes ces raisons que la grossesse est très vivement déconseillée quand on a une hypertension pulmonaire, et c'est bien sûr toujours le cas en 2023. Les guidelines de 2022 le précisent bien. Ça ne sera peut-être pas le cas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, parce qu'il y a des gros progrès quand même sur les médicaments et sur la prise en charge de la maladie, mais au jour d'aujourd'hui, c'est très fortement déconseillé. C'est tellement déconseillé que si jamais une grossesse survient chez une patiente, on va lui conseiller une interruption thérapeutique de grossesse pour lui éviter d'aggraver sa maladie et un risque de décès. Donc, par contre, il peut arriver que le diagnostic soit fait en fin de grossesse, il peut arriver qu'une patiente refuse une interruption thérapeutique de grossesse. Chez certaines patients vraiment très screenés, dans un centre de référence, après discussion, si la patiente a tous les facteurs en bon pronostic, elle a une hémodynamique quasiment normalisée, ça peut se discuter au cas par cas, de dire on peut prendre le risque. Honnêtement, je vous raconterai une histoire qui est arrivée chez nous, mais dans notre centre, ça peut se discuter, il faut en discuter avec les médecins de votre centre de référence. Et dans ce cas-là, ça sera une prise en charge qui sera adaptée avec l'équipe d'obstétrique, l'équipe du centre de référence ou de compétences. Les traitements, ils seront modifiés car certains, comme je vous l'ai dit, sont contre-indiqués pendant la grossesse. Et de toute façon, on fera un accouchement anticipé à 32-34 semaines, plutôt par césarienne. Ça, c'est la partie grossesse. Après, j'ai la partie contraception.
Est-ce que... Je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée dans notre centre parce que on avait une patiente qui était sous inhibiteur calcique. Donc c'était une forme répondeuse au NO et une patiente répondeuse aux inhibiteurs calciques à long terme avec une hémodynamique quasiment normalisée. Donc vraiment la patiente qui cochait toutes les croix pour être dans le vert en termes de bons pronostics. Et malheureusement, sa grossesse, elle l'a réussi à la mener à terme et l'enfant va bien, mais elle a franchement aggravé son hypertension pulmonaire. On a dû la passer au traitement classique de l'hypertension pulmonaire. Elle est maintenant sous bithérapie. Elle va bien, mais elle a quand même aggravé sa pathologie pendant la grossesse. De cette contre-indication à la grossesse découle le fait qu'il faut avoir une contraception vraiment très efficace et qu'il faut que l'observance soit parfaite pour que la contraception soit efficace. Il faut aussi bien sûr que ça soit compatible avec les traitements que vous prenez, mais aussi compatible avec votre vie de femme et votre vie sexuelle. Alors là, je vous ai listé les principaux moyens de contraception et vous dire ce qui est plutôt recommandé dans votre cas. Donc la méthode naturelle, c'est essentiellement la méthode du calendrier et puis essayer d'éviter les moments d'ovulation. Et ben, c'est vraiment pas efficace. Vous voyez que le taux d'échec pour 100 couples en une année, donc 100 couples qui ont des rapports sexuels réguliers en un an, s'ils utilisent cette méthode-là, il va y avoir quand même 20 grossesses. Donc c'est énorme. Les méthodes barrières, préservatifs, spermicides et diaphragme, c'est aussi pas très efficace. Vous voyez que le préservatif masculin utilisé seul, vous allez avoir 15 couples qui vont avoir une grossesse sur un an pour 100 couples. Par contre, c'est efficace, bien sûr, c'est le seul moyen qui est efficace pour prévenir des maladies sexuellement transmissibles. Ensuite, il y a la contraception hormonale. Les contraceptions œstroprogestatives sont contre-indiquées, sont déconseillées dans votre cas parce qu'il y a un risque accru de thrombose. Donc, c'est à éviter. Et ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir une pilule par progestatif seul. Il faut par contre avoir pour ces pilules une observance très régulière. Celle qui est remboursée par la sécurité sociale, c'est le Microval. Il faut que dans vos prises de comprimés, il y ait moins de 3 heures de décalage d'un jour sur l'autre pour que ça reste bien efficace. Il y a le Cerazette qui, elle, permet des délais de variation de prise qui sont un petit peu plus longs de 12 heures. Malheureusement, à ce jour, elle n'est pas remboursée ou en partie par la sécurité sociale, je crois. Elle est remboursée ? Ah d'accord, ah bah tant mieux, parce que j'ai regardé sur internet, il m'était encore non remboursé. D'accord. Ok, bon bah bonne nouvelle. Donc Cerazette avec une prise qui est un peu moins stricte en termes d'horaire. Il y a un risque des spottings, c'est des petits saignements en dehors des règles, donc qui peuvent être invalidants, surtout si vous êtes sous traitement anticoagulant. Faut se méfier, ça diminue un peu l'efficacité du Bosantan, donc plutôt pas de Bosantan dans ces cas-là. Et vous voyez que le taux d'échec, lui, est de 8 grossesses pour 100 couples par an. Donc on conseille quand même, si vous êtes sous progestatif seul, d'avoir un deuxième mode de contraception tel que le préservatif en plus pour éviter ce risque. Autre possibilité, alors les implants contraceptifs, c'est un bâtonnet de progestatif qui est mis sous la peau. C'est contre-indiqué en cas d'antécédent d'embolie pulmonaire et on a eu 30 cas de rapportés de migration d'implants dans l'artère pulmonaire. Donc comme je pense que ce n'est pas le moyen le plus adapté quand on a une hypertension pulmonaire. En tout cas, je ne sais pas ce que je conseillerais. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, ce qui est recommandé dans votre cas, c'est un stérilet, donc un dispositif intra-utérin, si possible hormonal, donc qui sont imprégnés en fait de progestatif, qui est libéré
essentiellement au niveau de l'utérus. Il y a très peu de passages systémiques. Vous voyez que le taux d'échec est vraiment très faible, 0,2. Il est possible chez des gens qui ont déjà eu des grossesses, mais aussi chez des personnes qui n'ont encore jamais eu de grossesse. Chez les nullipares, le Kilena, c'est un stérilet de plus petite taille qui est possible dans ces cas-là. Il y a aussi un risque éventuellement de saignement, comme avec les progestatifs microdosés. Et au moment de la pause, si jamais vous avez une cardiopathie congénitale ou si jamais vous avez un gros chung, au moment de la pause, on conseille une prévention infectieuse, de prendre une petite cure d'antibiotiques juste pour éviter une migration de germes. Quels sont les autres moyens de contraception? Alors là, il y a les moyens définitifs, chirurgicaux, il y a la ligature de trompe pour la femme, la vasectomie pour l'homme. C'est définitif, donc il faut bien réfléchir avant que le couple réfléchisse bien avant de faire cette prise en charge. Et pour les femmes qui ont une hypertension pulmonaire, c'est une anesthésie, même si je crois que ça peut être fait par anesthésie locale et par voie endo-utérine. Il y a quand même un petit risque opératoire, donc c'est à discuter avec la gynécologue. Et enfin, sachez que la contraception d'urgence est possible en cas d'hypertension pulmonaire. C'est la pilule du lendemain. Donc, si vous avez eu un rapport estimé à risque de grossesse, vous pouvez prendre la pilule du lendemain. Il faut juste doubler la dose si vous êtes sous Bosantan. Voilà, alors il y a des risques quand même de grossesse après vasectomie. Alors là, à mon avis, il y a des possibles infidélités ou alors des échecs de chirurgie. Et aussi après la ligature de trompe, il peut y avoir des petits échecs de procédure. Donc ça a déjà été décrit, des grossesses malgré des ligatures. Donc comment fonder une famille, c'est le problème. Il y a la solution de l'adoption. Alors je ne suis pas du tout spécialiste en adoption et je ne vais pas vous donner de conseils dessus, mais sachez qu'au sein d'HTAP France, je pense que vous pouvez être mis en relation avec des gens qui ont eu ce parcours-là. Alors après, il y a la gestation pour autrui, la GPA, vous savez que c'est interdit en France, c'est quand même autorisé dans d'autres pays européens, au Royaume-Uni, en Grèce, en Roumanie. Ça pose des problèmes juridiques et éthiques. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais c'est pareil, je pense que vous pouvez avoir sûrement des contacts et vous renseigner si c'est quelque chose pour lequel vous êtes tenté. Si jamais vous vous orientez sur cette voie-là, il faudra quand même avoir un conseil, une consultation génétique avant, parce que vous pouvez avoir des gènes favorisant l'hypertension pulmonaire, notamment le BMPR2, et si vous êtes muté, vous avez un risque de transmettre la maladie au bébé à venir. Alors, on m'a demandé de vous parler de sexualité. Bon, j'ai un peu de pratique, mais je ne suis pas une spécialiste. Alors, c'est juste pour vous dire que les patients sont encouragés, les recommandations internationales disent que les patients sont encouragés à garder une activité physique qui est compatible avec leur essoufflement. Donc, vous pouvez avoir un essoufflement modéré. Ce qu'il ne faut pas, c'est se mettre dans le rouge et avoir un essoufflement important. A fortiori, si on a des douleurs thoraciques ou quoi, il faut bien sûr s'arrêter. Donc, il faut savoir doser son effort. Avoir un petit essoufflement, c'est normal. Il faut se mettre dans une zone jaune intermédiaire. Dès que ça devient pénible, il faut s'arrêter. Donc le problème de l'activité sexuelle, il y a bien sûr le problème de l'effort physique, le problème de l'essoufflement, le problème de la fatigue. Il y a potentiellement, mais les psychologues le savent mieux que moi, un retentissement psychologique, une perception de la maladie par vous, par votre conjoint qui n'est pas forcément la même. On a le droit d'avoir une baisse de la libido et de ne pas forcément avoir envie d'avoir des rapports sexuels très fréquents. Donc ça, c'est un dialogue qui est important avec votre conjoint et s'il y a des blocages, il ne faut pas hésiter à consulter un psychologue ou un sexologue. Il peut y avoir, pour ceux qui sont porteurs d'un cathéter central ou
d'Euromodulin des problèmes à gérer. Ceux qui ont de l'oxygène, s'ils en ont, ça fait des contraintes mécaniques en plus. Donc, si vous avez un gros choum, il faut faire attention, bien sûr, à protéger le pansement, la tubulure pour pas que ça soit arraché. Si vous avez du Euromodulin, vous savez que vous pouvez vous déconnecter pendant quelques heures, 4 heures, je crois. Non, 45 minutes. 45 minutes? Ouais, Bon, 45 minutes, ça laisse un peu de temps quand même. Hein, bon. Et si vous avez de l'oxygène, mais là je vois qu'il n'y a personne qui a de l'oxygène, c'est que vous pouvez augmenter un peu votre débit d'oxygène à l'effort s'il y a besoin. Pour l'effort physique, donc Christophe Pizon, qui était l'ancien chef de service de Grenoble, a publié dans la lettre du pneumologue en 2004 le Kama Sutra du pneumologue. Donc, c'est des petites positions qui vous sont conseillées. Hein, si la femme est essoufflée ou si l'homme est essoufflé, je pense que vous les aurez trouvées de vous-même. On peut faire un poster. Hélène a fait un poster. Des exemplaires. Des petites cartes. Vous pourrez avoir demain si vous voulez venir les prendre dans la session sexualité femme. Bon, après, naturellement, c'est des positions qui viennent naturellement, en fait, hein, je pense. Je suis content d'avoir un petit document. Oui. Donc voilà, alors où est-ce que j'ai vu ça? Je ne sais plus où, mais il est dit que l'activité sexuelle, c'est l'équivalent de monter 20 marches ou de faire une marche rapide sur 6 minutes. Hein. Donc un effort physique qu'on vous demande quand vous faites un test de marche sur 6 minutes. On n'est pas obligé de faire un exploit sportif. Hein. Alors, la ménopause, je ne suis pas encore une pro non plus dessus, mais il y a plein de cortèges qui n'ont pas l'air très, très sympathiques. Des bouffées de chaleur, une baisse de la libido, une prise de poids, des insomnies, des changements d'humeur, d'une fatigue, enfin, genre un peu déprimé. Oui. Alors non, parce que la ménopause, c'est une diminution et un arrêt de la fonction ovarienne. Donc quand on ligature les trompes, on ne touche pas aux ovaires. Hein. Donc de se faire ligaturer les trompes, ça empêche, on garde un taux hormonal complètement normal. Hein. Donc on continue à avoir des règles. On continue à avoir ses règles, oui, tout à fait. Parce que les trompes sont au-dessus de l'utérus, en fait. Hein. Donc, on a des règles, oui. On a des règles quand on a une ovulation? Après la ménopause, non, mais après une ligature de trompe, vous continuez à avoir vos règles. Vous avez un utérus fonctionnel et vous avez une imprégnation hormonale normale. C'est le conduit C'est le conduit qui est bouché et qui empêche l'ovule d'arriver jusque dans l'utérus. Hein. Ce qui est conseillé, c'est des conseils hygiéno-diététiques, arrêt du tabac, consommation limitée d'alcool, alimentation diversifiée, activité physique régulière et vitamine D. C'est quoi le but? En fait, c'est de lutter contre l'ostéoporose, hein, contre la raréfaction, la fragilité osseuse. Hein. Par contre, le traitement hormonal substitutif, c'est des œstrogènes par voie transcutanée, de la progestérone orale. Il y a des risques. Ça augmente le risque d'embolie pulmonaire, ça augmente le risque de cancer gynécologique, d'accident vasculaire cérébral. Donc, c'est plutôt, je pense, contre-indiqué dans votre maladie. Donc, c'est vraiment faut plus se baser sur un traitement symptomatique et sur ces conseils hygiéno-diététiques.